on va parler un peu de l'impact du confinement sur les paysages acoustiques. Alors, du coup, histoire de contredire un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, non, mais en fait, c'est vrai, hein, dans la majeure partie des cas, c'est encore trop tôt pour connaître vraiment des effets, mais il y a déjà des publications qui sont sorties, parce qu'il se trouvait que, selon certaines circonstances, peut-être un peu chanceuses, des manips étaient parfois en cours avant et pendant du coup le confinement. Donc je vous montrerai notamment un ou deux exemples, enfin même surtout un exemple. Il y a vraiment très peu de choses encore pour le moment, mais ça va sans doute arriver dans les mois ou les mois qui suivent. Donc dans cette présentation, je vais vous parler de trois choses. Donc déjà discuter un peu de ce qu'est un paysage acoustique ou paysage sonore. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Ensuite, on va parler effectivement des effets du confinement sur ces paysages acoustiques, et on abordera quelques points donc concernant la faune. Est-ce qu'il y a des effets donc sur la faune sauvage? Alors, donc un paysage acoustique, qu'on appelle aussi paysage sonore, hein, plus communément, en fait, constitue une combinaison de sons qui se forme ou apparaît dans un environnement immersif. Alors, si on prend vraiment la définition peu littérale, donc on peut avoir par exemple un paysage sonore d'une salle de concert. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le paysage sonore d'un environnement naturel, donc d'un écosystème, d'une communauté. Et donc il y a une discipline scientifique qui est d'ailleurs assez récente, qui s'intéresse à étudier donc ces paysages sonores. On parle d'écoacoustique pour faire un peu donc parallèle avec la bioacoustique, qui elle va plutôt s'intéresser donc à la communication animale. Donc voilà, on peut enregistrer des sons, des paysages sonores de façon assez active, comme c'est illustré ici. Donc là, on a Gordon Hampton, qui est en fait un bioacousticien américain, qui s'est mis un peu au défi d'essayer de trouver les endroits sur Terre où on n'entend pas d'activité humaine. Donc voilà, c'est un peu son objectif. Et il arrivait à peut-être une cinquantaine de lieux où il y aurait, mais donc on imagine très très reculé, la plupart du temps au pôle, où il n'y aurait pas de son humain. Voilà. Donc une autre façon aussi de les enregistrer, ce qui se fait de plus en plus, c'est via des méthodes passives. Donc on va mettre en fait des enregistreurs acoustiques qui enregistrent en continu, enfin c'est un peu nous qui le programmons, des sons, donc des paysages sonores. Donc maintenant ça se démocratise, il y a plein de variétés d'enregistreurs. Ça commence à devenir très abordable. Là, je vous présente par exemple un dispositif utilisé dans le cadre d'un projet qui est mené donc par certains membres du laboratoire, aussi en collaboration avec le muséum. Donc ce projet, c'est Décibel Rizou. En fait, ils vont suivre les paysages acoustiques d'un massif forestier soumis au changement climatique, notamment un léger réchauffement, comme la plupart des endroits. Et donc, ils vont suivre ces paysages pendant 15 ans. Donc, l'idée, c'est de voir comment la diversité acoustique, en fait, varie on se projette un réchauffement peut-être de 2 à 3 degrés. Donc, ça se fait également en milieu aquatique, donc marin ou d'eau douce, avec donc même type d'enregistreur adapté. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, on démarre un projet là, donc que je dirige sur la pollution sonore des lacs alpins, donc qui a été financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va positionner des capteurs en fait dans le lac du Bourget, et on va voir comment les sons varient dans l'espace et dans le temps. Et on va essayer surtout de quantifier les sons qui viennent donc de l'activité humaine. Donc là, je vous présente, je sais pas si oui, je pense qu'on l'entend un petit peu. Donc c'est le résultat de ce qu'on peut obtenir en paysage sonore. Donc là, c'est le paysage sonore d'une réserve de forêt pluvieuse en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ce genre de figuré, en fait, on appelle ça un sonogramme. Donc globalement, on a une échelle temporelle ici en X, et en Y, on a des fréquences. Donc plus on monte, plus on a des fréquences élevées. Et donc là, on arrive après, donc ce que vous voyez comme différentes taches de couleurs, en fait, c'est ce qui a été détecté par différents algorithmes comme appartenant alors ici, à une catégorie de sons. Donc là, l'idée, c'est quand on a ce genre de séquence, alors ça peut évidemment être des données de plusieurs gigas à chaque fois, donc c'est colossal. On va essayer d'utiliser des méthodes un peu automatisées sur la base d'algorithmes qui vont aller extraire en fait des structures de sons et
structure qu'on va pouvoir raccrocher à soit un son. Donc, par exemple, ici, là, on entend. Alors, la bande son, c'est pas celle qui correspond au sonogramme. Hein. Mais par exemple, là, on a pu localiser dans les hautes fréquences le chœur, donc des insectes avant l'aube. On sait également qu'ici, ben voilà, on a détecté des oiseaux, donc c'est le chœur de l'aube. Là, donc, on a des insectes du groupe des cigales. Ici, dans cette gamme de fréquences, des insectes donc plus nocturnes. Là, on détecte des grenouilles. Donc, on arrive comme ça à automatiser et à, par exemple, estimer la diversité. On voit également là un événement climatique. On a une averse qui couvre d'ailleurs toutes les fréquences. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est essayer de décortiquer. D'ailleurs, ce qui est assez frappant à voir, c'est que on voit que finalement ces différents acteurs, qui pourraient être aussi des musiciens d'un orchestre, on voit qu'ils se partagent les bandes passantes de fréquences, ce qui leur permet de communiquer plus ou moins simultanément, tout en pouvant en fait échanger des informations. Donc on a également la même chose en milieu aquatique. Donc ce qu'on constate, si on fait un petit résumé, eh bien c'est que un paysage acoustique, on peut le décomposer en fait en 3 types de sons. On va avoir des sons qui viennent du vivant, donc la biophonie, des sons qui viennent des éléments, donc de la partie on va dire physique, abiotique, c'est la géophonie, et on a également des sons qui vont vers des activités humaines, donc dans l'anthropophonie. Donc là, j'ai repris ce graphique-là, où en fait, ce à quoi on s'attend, eh bien si on regarde un peu l'effet de l'anthropisation sur l'évolution de ces paysages sonores, eh bien on s'attend en fait à ce que, à mesure que l'activité humaine s'intensifie, alors ça peut aller quand on se dirige de milieux naturels, de réserves protégées, jusqu'à des milieux urbains comme des villes, eh bien on s'attend à ce que la part de biophonie assez intuitivement diminue. Au contraire, l'anthropophonie va augmenter. Et concernant la géophonie, là c'est un peu plus compliqué à prédire parce que d'un autre côté, voilà, des constructions humaines vont aussi changer, notamment l'effet du vent. Donc là c'est un peu plus compliqué à prédire, mais concernant la part relative biophonie-anthropophonie, et on le vérifie facilement, hein, on arrive facilement à comprendre cette tendance. Alors, on va maintenant parler un peu du coup du confinement. À quoi on peut s'attendre en période de confinement? Assez intuitivement, on peut s'attendre du coup à ce que l'anthropophonie en confinement, bien du coup, si on reprend ce même raisonnement, bien elle soit au plus bas, que ce soit un milieu du coup naturel, une culture, un milieu intermédiaire ou un milieu urbain anthropisé. Alors on va voir si c'est effectivement le cas. Donc on va déjà parler un peu des milieux urbains où on imagine bien que l'effet va être sans doute le plus grand. Alors il y a des données maintenant, hein, on trouve beaucoup de données en ligne qui sont publiées. Vous avez notamment, alors il y a également un réseau de stations d'enregistrement acoustique sur Saint-Étienne, mais là par exemple si on prend Paris, donc il y a un rapport qui a été publié par Bruit Parif, comme il y a Air Parif, il y a un Bruit Parif, où donc ils ont une grande quantité d'enregistreurs et donc ils ont mesuré tout ça. Alors si on fait une petite synthèse, c'est un gros document, où on constate que sans trop de surprise, le bruit routier a diminué de 3,4 à quasiment 9 décibels. Le bruit ferroviaire également, le bruit aérien, alors c'est sans doute le plus marqué, une diminution jusqu'à 30 décibels. Bon, ça c'est vrai que c'est considérable, hein, selon les. Si vous êtes proche d'un aéroport, forcément l'effet est très marqué. Sur les activités humaines, de 6 à 20 dB, donc c'est plutôt les rassemblements, ces choses-là. Les chantiers idem. Et puis, ce qui a été aussi constaté, c'est que les gens percevaient mieux la biophonie. Ça on l'a tous vu, hein, tous entendu aussi dans les médias. Vous l'avez sans doute constaté. Et il y avait aussi une meilleure perception du voisinage. Donc ça, c'était pas forcément une bonne chose. On entend peut-être plus les voisins, c'est moins masqué. Les activités dont on se passerait un petit peu. Alors juste, parfois les dB, ça parle pas les décibels, pas toujours à tout le monde. Donc faut avoir en tête que c'est donc une échelle logarithmique. Ça veut dire que globalement, alors c'est adapté en fait à la perception humaine. On parle donc d'à peu près de 0 qui serait le seuil d'audition. Mais en général, on est plutôt autour de 30-50 dB, vraiment des sons un peu classiques. Et puis, on peut aller jusqu'à 120, 130. Au-delà de ça, voilà, on a vraiment un seuil de douleur. Donc, c'est adapté à notre référentiel. Et donc, on a à peu près, comme c'est une échelle logarithmique, si on augmente de 3 dB, on a l'impression qu'il y a un doublement, en fait, de la source sonore, de l'intensité sonore.
Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. On a l'impression d'un doublement au niveau de l'intensité. Donc une variation de 6 dB, c'est déjà énorme en fait. Ok, donc si on regarde, si on continue donc dans ces résultats, bon voilà, c'est une cartographie ici de l'intensité sonore. Bah, pareil, sans trop de surprise, on voit que pendant le confinement, on a une exposition au son qui diminue fortement. Là, on le voit sous une forme temporelle. Hein. Le confinement est ici, donc 16 mars jusqu'au 11 mai. Donc, ce qui est représenté là, vous avez deux choses. Hein. Donc, en jaune, vous avez effectivement la variation du niveau sonore, et en rouge, ici, c'est la fréquentation donc des véhicules. Donc, évidemment, c'est fortement corrélé, et on voit bien la réduction ici des émissions sonores. On constate également que on n'a pas quelque chose hyper net. Hein, on a une remontée progressive donc de l'intensité sonore le long du confinement. Ça s'était dû aussi à toutes les mesures progressives de déconfinement, certaines activités qui ont repris, les artisans, etc. Donc on voit que tout doucement ça augmente. Et puis après ça rejoint, ça retrouve très rapidement, hein, en bout de quelques jours, on va repasser donc à des activités à peu près normales. Voilà, donc des projets de ce genre-là, en fait, il y en a eu beaucoup. Alors l'un des plus gros d'entre eux, donc c'est le projet Silent Cities qui a été, donc je vous en parlais un petit peu, qui a été lancé par donc des chercheurs en français, donc de Toulouse, Brest, Marseille, et puis également quelqu'un qui est basé donc à Bristol. Donc l'idée, c'était alors c'est un projet qui maintenant a réuni, je pense, plus de 200 participants. Donc vous avez ici une carte en fait des différents participants dans le monde. Là, un petit zoom sur la France. Donc l'idée en fait, c'était bien d'enregistrer les paysages sonores urbains pendant le confinement, et puis de continuer d'enregistrer jusque dans l'été. Donc pour avoir vraiment la période confinement, déconfinement. Donc l'idée, c'était de placer des petits enregistreurs, alors de plusieurs types, hein, mais voilà, c'est ceux qu'on voit en haut, hein, c'est des petits boîtiers verts, hein, c'est vraiment ceux qui sont très populaires maintenant. Donc de les positionner chez soi, parce qu'on n'a pas le droit de sortir, sur son balcon idéalement, et puis de lancer un enregistrement. Donc là, par exemple, on enregistre 1 minute toutes les 10 minutes, et tout le temps. Voilà. Donc on a après ce genre de résultats. Alors, je pense que vous entendez sans doute, oui, c'est là, un petit oiseau. Donc là, en fait, ce que vous avez là comme fichier, c'est à chaque fois des fichiers d'1 minute, de 7h à 8h du matin, et qui ont été enregistrés donc ici le 6 avril, rue du docteur Paul Michon, en fait, au laboratoire. J'ai mis un lecteur là au laboratoire, un enregistreur. Et donc ici, vous avez l'équivalent, donc la même plage horaire, mais le lundi 11 mai, donc le jour du déconfinement. Alors qu'est-ce qu'on constate donc sur ces sonogrammes? En fait, toutes ces petits traits ici correspondent à des piaillements d'oiseaux. Ce que vous entendez là, alors c'est des moineaux. Donc là, par exemple, la bande qui passe, c'est celle de 7h30. Et quand vous avez ces signaux-là, avec beaucoup d'énergie en fait en basse fréquence, vous l'aurez deviné, en fait, c'est un véhicule qui passe dans la rue. Donc là, on voit qu'il y en a quelques-uns. Donc ceux qui vont faire leurs courses, qui avaient leurs petits mots. Et ici, donc, on a l'équivalent. Donc le 11 mai. Donc, si je vous mets la même piste. Bon, ça sans trop de surprise. Alors là, je vous ai juste sorti de fichiers. Il faut imaginer qu'on a, je sais pas, peut-être 100 gigas ou plus de fichiers analysés. Donc on aura dans les mois qui suivent des détails. Et il y a un article qui sera publié d'ailleurs sur ce projet Silent Cities. Donc on a vu qu'au niveau des paysages urbains, pas trop de surprise. On peut se dire, du coup, le milieu naturel, a priori, avec ou sans confinement, eux n'ont pas été impactés par les paysages sonores, par l'absence d'activité humaine. Alors justement, à ce niveau-là, je vous montrais un petit reportage donc qui est justement extrait. C'est les chercheurs impliqués dans ce projet Décibel Rizou. Donc là, c'est Frédéric Sepp, vous voyez qu'il y a un collègue du laboratoire. On est à 1200 mètres d'altitude. L'hiver, il n'est pas rare d'avoir moins 25, moins 30 degrés parfois. Comment va évoluer la biodiversité dans ces massifs qui sont de moyenne montagne si les massifs, en moyenne, gagnent 2, voire 3 degrés sur l'année? On est à 40 km de Genève, donc un gros aéroport. On savait qu'il y avait beaucoup d'avions dans ce massif et qui survolaient le massif.
mais on ne pensait pas qu'on aurait autant en fait de bruit d'avion dans le massif. On a presque, en fait, les analyses qu'on a faites, c'est presque 80% du temps, on entend un avion, quasiment. Potentiellement, ça peut avoir un impact sur la vie des oiseaux. Ben là, je pense que vous allez avoir du mal à m'entendre. Donc forcément, aussi les oiseaux, ils vont avoir du mal à communiquer. Donc c'est sûr que ça doit au moins perturber leur communication, etc. Après, est-ce que ça va avoir une incidence directe sur la biodiversité? Ben ça, on verra peut-être à terme de notre étude, au bout des 15 ans. Voilà, donc on verra ça à terme, mais en fait, on peut se dire, bon, les paysages sonores naturels sont épargnés. En fait, il y a des sons qui se trouvent partout. Et ça, bon, vous l'avez peut-être remarqué aussi, hein, si vous n'habitez pas en ville, les bruits d'avion, ça, ben, il y en a partout. Et par exemple, là, on voit sur cet enregistrement, c'est vraiment flagrant. Donc même les milieux, certes, sont peut-être quand même moins impactés, mais il peut y avoir un effet sur les paysages sonores naturels, enfin de milieux naturels également. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conséquence sur la faune? Donc là, bon, c'est encore très tôt pour le dire, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on commence déjà à avoir des articles qui sortent, des éléments de réponse. Alors bon, l'effet immédiat, on en a aussi parlé tout à l'heure. Hein, bon, c'est plus des choses un peu anecdotiques. Hein, voilà, ça c'est le coyote devant le Golden Gate. Bon, ben, on constate qu'il y a des animaux qui reviennent en ville, qui fréquentent. Ben forcément, s'il y a plus d'hommes présents physiquement, bon, ben voilà, hein, ça leur laisse un peu le champ libre. Mais il n'y a pas de lien déjà avec le son. C'est simplement là dû à l'absence de fréquentation humaine. Ce qui a été aussi flagrant chez beaucoup de citadins, c'était de redécouvrir des oiseaux, de voir simplement qu'il y en avait. Alors c'est pareil, hein, c'est pas qu'ils sont revenus, c'est juste qu'ils étaient masqués avant. Enfin, les chants d'oiseaux étaient masqués, donc voilà, on les oublie un petit peu. Et donc là, il y a eu une redécouverte un peu de l'avifaune. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement un effet? Est-ce que ça change les aires de distribution, etc.? C'est pareil, je pense pas. En tout cas, sur des choses comme ça, c'est vrai que ça répond à plus long terme. Maintenant, il peut quand même y avoir des petits ajustements de comportement. Et ça, on commence à avoir des résultats. Donc là, je vous montre un extrait là du projet Silent City, justement, où en fait, alors là, on se situe à Toulouse. Donc c'est par un des leaders du projet là donc ces résultats, Allée de Brienne. Et donc là, il a regardé en fait l'occurrence. Donc faut imaginer qu'ils utilisent des algorithmes spécifiques à la détection, ici de croassement, donc des corvidés, de véhicules, de piaillements, donc globalement des sons d'oiseaux, et des occurrences également de moments de silence. Et donc là, on voit l'évolution, la variation de ces occurrences. Donc du 16, pareil, début du confinement. Ici, on est en avril, après 7 avril. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On voit tout de suite que forcément, l'occurrence de véhicules diminue énormément. On perçoit plus de croissement. Les moments de silence également, et les piaillements un petit peu. Donc, le croissement, silence, c'est assez logique. Mais ce qui est assez intéressant, là, de constater, quand vous regardez notamment véhicules et les croissements, alors, on le voit, donc les pics ici correspondent en fait aux dimanches. Les dimanches, il y avait encore moins de véhicules, même en confinement. Mais on constate que on a en fait une opposition de phase entre les deux. C'est-à-dire quand vous avez très peu de véhicules, vous observez vous détectez plus de croissement dans vos paysages sonores. Alors après, c'est du corrélatif. Il faudrait faire une vraie expérience pour voir s'il y a un lien de cause à effet entre les deux. Mais quand même, ça semble parfaitement synchronisé. Il semblerait du coup que alors ça peut être aussi le passage de véhicules, hein. On n'est pas encore forcément dans le son, mais en tout cas sur la détection de croissement, donc l'activité sonore des corvidés, il y a bien un effet de la fréquentation humaine. Alors pour terminer, du coup, j'ai trouvé quand même, il y a un article qui est sorti là, donc on commence à avoir des choses, hein, en plus la prestigieuse revue donc Science, sur l'impact du confinement sur un oiseau donc chanteur. Donc ça a été fait ici dans le secteur de San Francisco, où en fait vous avez deux aires assez contrastées, une aire plus rurale donc qui est localisée en bleu là avec quelques localités, et puis ici on a une zone très entreprisée avec des milieux urbains. Et donc ils ont travaillé sur cette espèce. Je crois que c'est une espèce un moineau de là-bas. Et donc, d'abord, ils ont bien caractérisé le fait qu'il y a un effet du confinement sur les paysages sonores. Là, ce qu'on voit, c'est le niveau du bruit de fond.
Donc plus vous montez selon le long de l'axe des Y, plus vous avez un bruit de fond qui est élevé. Et donc là, on constate, vous avez en bleu les sites ruraux, en rouge les sites urbains. On voit bien qu'en fait, pour les sites ruraux, le confinement n'a pas vraiment fait varier le niveau sonore. Par contre, dans les sites urbains, on constate que pendant le confinement, on a un niveau sonore qui s'est abaissé, qui rejoint à peu près celui qu'on obtient au niveau des milieux donc ruraux. On le voit aussi au niveau des fréquences. Donc globalement, l'énergie qu'il va y avoir dans les fréquences globalement diminue pendant le confinement au niveau des sites urbains. Donc c'est quelque chose qui est assez logique. Et quand on regarde maintenant donc les chants d'oiseaux de cette espèce, donc là on a l'intensité du chant et la distance à l'enregistreur en fait, donc qui a capté ce signal. Et donc vous avez deux régressions, droites qui essayent d'un peu de vous représenter ce nuage de points. Et on voit deux types de points. Les points qui sont donc blancs, c'est la situation avant le confinement, et les points noirs, c'est la situation après confinement. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette figure? En fait, on constate que pour une même intensité de chant, eh bien la distance à l'enregistreur sera plus grande pendant le confinement. Alors c'est assez logique en fait. Pour une même puissance, une même intensité, le son va porter plus loin. Ça veut aussi dire que pour une même distance, l'oiseau peut chanter moins fort. Donc ça veut dire qu'il y a une économie d'énergie en fait. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc les oiseaux chantent moins fort, tout en augmentant la portée de leur chant. Et quand on regarde la figure de droite, celle-ci, donc elle représente la bande passante. Donc finalement, c'est la gamme de fréquences sur lesquelles vous pouvez émettre, donc transmettre des informations. Donc plus elle est large, potentiellement, plus vous exploitez de fréquences et plus vous pouvez transmettre d'informations différentes. Et on constate là qu'avant le confinement, dans les zones urbaines, on a une largeur de bande passante qui est plus basse, c'est les points rouges, comparativement aux oiseaux des zones rurales. Et pendant le confinement, on constate que cette largeur de bande passante, en fait, cette bande passante s'est élargie pour atteindre le même niveau que les oiseaux en zone rurale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, avec quand il n'y a plus en fait de son anthropogénique, qu'est-ce qui se passe? Ça va libérer les basses fréquences, puisqu'on a vu les sons d'activité humaine sont surtout dans les basses fréquences. Donc c'est toute une plage de fréquences qui peut être exploitée par les oiseaux. Et du coup, ils vont avoir une bande passante qui va être plus large. Donc là, ils vont occuper une bande passante plus large, ça va leur permettre de transmettre en fait plus d'informations dans leur champ. Donc si on fait un peu le bilan, c'est qu'une partie des résultats. En fait, on constate qu'il y a une meilleure performance acoustique pendant le confinement chez cet oiseau-là. Donc ça, c'est quand même un résultat assez exceptionnel parce que déjà, le confinement, c'est exceptionnel. Et en plus de ça, on n'avait pas vraiment de preuves comme ça dans la nature d'avoir un réajustement de comportement qui puisse être aussi rapide. C'est-à-dire que là, ça s'est fait sur quelques semaines, ce qui est quand même assez exceptionnel. On ne savait pas ça, on ne pensait pas que ça pouvait être si rapide. Voilà, donc ça, c'est un des exemples. Il y en aura sans doute d'autres dans les mois et années qui viennent. 2021 sont très intéressantes pour ça. Et voilà, donc beaucoup de choses encore à découvrir. Et merci beaucoup du coup pour votre attention. Bonsoir à tous. Donc Cyril Besser, moi je suis correspondant territorial d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la structure qui est en charge de la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc on va faire le point sur. Alors on m'avait demandé aussi de pouvoir parler aux classes, etc. Donc il y a une première partie qui sera une présentation un petit peu très rapide de qu'est-ce qu'un air pollué. Donc on fera un point sur comment est-ce qu'on fait la surveillance de la qualité de l'air sur l'agglomération stéphanoise. Et puis on va essayer de répondre à la question qui nous taraude ce soir, c'est est-ce qu'il y a eu un impact, quel a été l'impact sur la qualité de l'air pendant la période de confinement et la période post-confinement. Et puis j'aborderai mais très rapidement les questions qui se posent aussi entre le lien entre la pollution de l'air et puis l'épidémie de Covid, puisque au-delà de la partie impact du confinement, il y a aussi pas mal de questions qui se posent sur les liens entre les zones de pollution et la dissémination finalement de ce virus.
Alors, qu'est-ce qu'un air pollué? Donc, déjà, on va parler de la composition de l'atmosphère, où ça fera des rappels de classe il y a quelques années pour certains. Donc, à savoir que l'air, c'est un mélange gazeux, principalement avec du diazote, qui est un gaz inerte qui sert pas trop à la vie sur Terre, mais qui est présent très majoritairement, du dioxygène, et puis à hauteur de 21%, donc le gaz que l'on respire, et puis plein d'autres gaz qui sont présents, notamment le dioxyde de carbone, dont on parle beaucoup. Pour que vous ayez en tête, on a besoin chaque jour de respirer 15 000 litres d'air. Donc on boit 1,5 litre d'eau globalement, ou un peu plus, mais on respire 15 000 litres. Pour vous figurer ce que ça représente, vous avez une photo avec une salle de classe et un ballon qui est gonflé au-dessus de cette salle de classe, qui correspond en fait au volume 15 mètres cubes, ça correspond au volume du ballon. Donc c'est énorme en quantité. Et si on introduit dans le volume de ce ballon l'équivalent d'un sucre que l'on va, donc un petit sucre, vous voyez, dans la petite case, dans la petite cuillère à café, vous le divisez en gros par 8000, vous obtenez finalement un tout petit morceau. Et ce petit morceau, vous l'injectez dans les 15 mètres cubes d'air que vous avez au-dessus, vous obtenez la concentration en poussière équivalente à un pic de pollution. Donc, il faut bien avoir en tête qu'on va parler de quantité infime de polluants finalement dans l'air, mais même s'ils sont en quantité infime, ils peuvent avoir des effets sur la santé, sur l'environnement, et c'est pour ça qu'on va les suivre et qu'on va les mesurer, les quantifier. Donc, par rapport à la définition de la pollution de l'air, globalement, ça a été défini par la loi sur l'air de 96. C'est l'introduction par l'homme dans l'air ambiant ou dans les espaces clos. Donc, on parle aussi d'air intérieur, de molécules, de substances qui ont des effets sur la santé, sur l'environnement, sur le patrimoine bâti, on y pense un peu moins, sur le rendement agricole également. Tout ça fait que on va parler de pollution de l'air. On parle également de pollution de l'air lorsqu'on va avoir des effets en matière de nuisance olfactive. Ça rentre dans le champ de la pollution de l'air. Donc, au sein d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, donc la structure pour laquelle je travaille, on a développé des outils de surveillance, et c'est ce qu'on va ensuite évoquer plus en détail sur les polluants, les principaux polluants à enjeux sanitaires de la région, mais on a aussi tout un tas d'outils qui peuvent permettre d'appréhender des autres problématiques, l'air intérieur, les nuisances olfactives, etc., etc. Alors maintenant, du coup, comment on va surveiller la qualité de l'air, et donc principalement du coup sur l'agglomération stéphanoise ce soir, on va déjà s'intéresser à un certain nombre de polluants qui sont réglementés dans l'air ambiant, qui sont issus d'une réglementation européenne, traduite en droit français, et qui font l'objet d'un suivi particulier qui se fait de la même manière partout en Europe, avec des analyseurs qui fonctionnent de manière automatique. Et donc, on va s'intéresser à trois grands paramètres qui posent question aujourd'hui. Ce sont les particules fines. On entend souvent parler donc de particules fines PM10, PM2,5. Le 10 ou le 2,5, ça correspond en fait au diamètre de la particule en micromètres. Donc 10 pour 10 micromètres, 2,5 pour 2,5 micromètres. Plus une particule est fine, plus elle va pénétrer profondément dans l'appareil respiratoire, y exercer des effets pathogènes. À titre d'exemple, vous avez sur la figure là un cheveu, vous arrachez un cheveu, vous regardez le diamètre de votre cheveu, c'est à peu près 50-70 micromètres. Donc on va parler de particules qui sont encore beaucoup plus fines et pour la plupart qui sont invisibles. Donc les particules fines, c'est le premier polluant en jeu sanitaire sur l'agglomération. Enfin, en région et puis sur l'agglomération stéphanoise également. Les oxydes d'azote en deuxième, donc principalement issus du trafic automobile. 70% des émissions du territoire sont liées au trafic routier. Donc ces deux première grande famille de polluants, on va les étudier ensuite, on va regarder ce que ça vaut en matière d'enregistrement et de suivi de la pollution, puisque c'est potentiellement ces deux grandes composantes qui peuvent être impactées par l'aspect confinement-déconfinement. Et puis il y a également l'ozone. Alors l'ozone, on va pas trop en parler ce soir, mais c'est un polluant un petit peu spécifique et en jeu également, puisque c'est parmi les différents indicateurs de suivi de la pollution, c'est le polluant qui n'a pas tendance à diminuer contrairement aux autres ces dernières années et qui est plutôt un polluant évidemment d'avenir. Alors lui, c'est un polluant secondaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement
émis par les activités humaines, mais il résulte de la transformation dans l'atmosphère de polluants précurseurs, donc typiquement les oxydes d'azote issus du trafic automobile, certains composés organiques volatiles également, soit issus du milieu naturel, soit issus des activités anthropiques. Ça va se combiner dans l'atmosphère en présence de soleil, de rayonnement ultraviolet important, et ça forme de l'ozone. Donc on en entend souvent parler l'été. Lorsqu'il y a des pics de pollution l'été, c'est souvent lié à ce polluant-là. Mais là, du fait de la période de confinement, on va pas trop s'attarder dessus. Et puis il y a plein d'autres polluants qui nous intéressent, qui sont pas forcément réglementés, mais sur lesquels on va avoir des suivis spécifiques ou ponctuels. Alors le dispositif de surveillance, ce qu'on peut avoir en tête principalement pour surveiller, déjà il faut des stations de mesure. Donc on a des stations qui sont réparties sur le territoire. Je vous montrerai ensuite la carte au niveau de l'agglomération et du département de la Loire. Donc il y a des stations, il y en a 80 en gros sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on a également des stations mobiles pour venir investiguer des zones qui nous posent question année après année. De manière complémentaire, on va avoir d'autres outils, des outils numériques, des inventaires d'émissions qui nous permettent de quantifier les quantités de polluants émis sur le territoire et des modélisations qui vont nous permettre d'offrir des cartographies quotidiennes avec des prévisions comme Météo France, à J+1, J+2 sur de la pollution. Dans le cadre de l'analyse, là, comme c'est post-confinement, on n'a pas eu le temps encore de faire tourner des modélisations en 2020, on va simplement s'attarder sur les effets, sur les enregistrements, sur les stations de mesure. Voilà. Juste à savoir quand même que les stations de mesure, elles sont accessibles via notre site internet. Donc, si vous voulez reproduire l'analyse que je vais vous montrer, vous pouvez très bien aller télécharger les données et refaire l'analyse pour voir si j'ai pas dit de bêtises. En matière de stations de mesure, vous avez ici sur la Loire donc les stations de mesure, donc avec sur l'agglomération stéphanoise, donc 6 stations de mesure qui fonctionnent en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc accessible via le site internet. Et c'est sur cette base-là qu'on a fait l'analyse pendant la période de confinement. Alors on va commencer par les oxydes d'azote. Les oxydes d'azote donc principalement émis par le secteur automobile et trafic routier, transport routier. Donc vous avez la proportion du territoire, d'émissions sur le territoire en haut dans le camembert, la proportion le secteur d'activité qui contribue aux émissions totales du territoire. Donc pour le transport routier, c'est 66%, c'est en rouge, on le voit. Après, vous avez d'autres secteurs comme le résidentiel tertiaire, tout ce qui est lié au chauffage, l'industrie un petit peu également, mais vraiment c'est dominé par le trafic routier. Du coup, bien évidemment, lorsqu'on va arriver sur une période de confinement. Donc vous avez le graphique en dessous, donc avec les numéros de semaine depuis le début de l'année, de 1 à 27. Et puis en jaune, vous avez la moyenne hebdomadaire en oxyde d'azote mesuré sur le site. Et puis l'enveloppe qui est proposée, c'est les min et max pendant les 5 dernières années, avec au milieu la moyenne sur les 5 dernières années. On va dire la normale sur 5 ans, donc normale, ça s'établit pas sur 5 ans, mais bref, la normale sur 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Déjà, c'est qu'il y a une grosse variabilité, il peut y avoir une grosse variabilité en fonction des semaines, même en dehors de la période de confinement, puisque la météo peut jouer de manière très forte sur les concentrations en polluants. Et ce qu'on observe, c'est une diminution quand même très significative, puisque la courbe jaune descend bien en dessous de l'enveloppe bleue habituelle entre guillemets pendant la période de confinement. Et ensuite, en période post-confinement, contrairement peut-être tout à l'heure au paysage acoustique où le rattrapage était très rapide, là on a un rattrapage un peu sensible qui est observé, mais tout de même on n'arrive pas encore tout à fait aux moyennes qu'on observait les 5 dernières années. Alors, bien évidemment, c'est à mettre en corrélation avec le trafic. Ici, vous avez les trafics associés sur Saint-Étienne et les diminutions de trafic associées. Donc, on a de l'ordre de moins 60%, on va dire, de trafic qui ont été observés. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comme pour les paysages acoustiques, c'est que finalement, au début du confinement, ça a été très fort, très vite, une diminution importante, et puis au fur et à mesure on voyait que les comportements avaient tendance à se modifier et les activités reprendre doucement.
En matière ce que je vous avais présenté précédemment, pardon, c'était sur Saint-Étienne Métropole. Ici, vous avez exactement à peu près la même chose sur les sites trafic. On a différentes typologies de sites. On a des sites de fond qui visent à un peu être représentatifs de l'ensemble de la pollution de l'air sur l'agglomération, et puis des sites trafic qui sont vraiment implantés à proximité directe des zones de circulation importantes. Il y en a un sur le boulevard urbain de Saint-Étienne, il y en a sur l'autoroute côté de Rive de Gier, par exemple sur l'agglomération. Et donc on observe un petit peu des phénomènes qui sont encore plus marqués sur les sites trafic, puisque très fortement impactés par les diminutions de circulation. On estime les diminutions de circulation de l'ordre de, on l'a vu, 60% de manière globale. Ça allait jusqu'à 90% pour les véhicules particuliers, alors que les poids lourds et les véhicules utilitaires légers, donc ceux qui avaient une activité nécessaire, on était plutôt de l'ordre de diminution de l'ordre de 50% en tout début de confinement, et puis ça a vite rattrapé finalement le niveau initial. Alors par contre, si sur les oxydes d'azote c'est assez flagrant, si on s'intéresse à un autre indicateur de pollution, là par contre c'est complètement différent. On est sur les particules fines, donc on a pris l'indicateur PM10. Là, on s'aperçoit que la répartition des sources d'émissions est tout à fait différente. Les émissions globales du trafic automobile là sont davantage autour de 17%. Par contre, ce qui domine, c'est principalement le résidentiel et la nécessité de se chauffer. Et je ne sais pas si vous avez en tête, mais dans les premières semaines du confinement, notamment à la fin mars, on a eu un petit refroidissement marqué, avec notamment même un épisode neigeux, ce qui fait que l'effet du confinement là était plutôt inverse, c'est-à-dire que les gens étant chez eux en télétravail ou confinés chez eux, ils ont eu besoin davantage de se chauffer, et on a enregistré finalement une hausse vraiment sur 1 ou 2 semaines des niveaux par rapport de particules fines par rapport à ce qu'on pouvait observer habituellement. Donc voilà, tout n'est pas blanc ou noir, mais il y a, voilà, en fonction des paramètres qui vont être étudiés, on va plus ou moins voir l'impact de ce confinement sur la pollution de l'air. Donc là, c'est pareil, c'est sur les sites trafic, mais du coup, c'est moins flagrant l'impact la nécessité de se chauffer. Alors, de manière globale, alors c'est pas les oxydes d'azote, mais c'est donc vous avez les chiffres qui sont donnés ici à l'échelon régional sur la partie haute, et puis à l'échelon local sur la métropole stéphanoise. Donc globalement, ce qu'on peut retenir, c'est à peu près donc pendant le confinement moins 40% d'oxyde d'azote sur Saint-Étienne. Et après le confinement, jusqu'à l'analyse qu'on a faite, donc jusqu'à la fin de l'été, là, on rattrape doucement la tendance habituelle. On est encore à moins 7% par rapport à la moyenne 5 ans qu'on a pu observer. Et puis sur les particules fines, par contre, comme j'ai évoqué, pendant la période de confinement, donc un phénomène où il y a eu besoin de se chauffer, etc. Donc plus finalement d'émissions liées au chauffage, et donc une augmentation des niveaux de particules fines pendant la période de confinement. Et depuis la période post-confinement, on a une réduction de moins 20%. Alors pour l'instant, c'est plutôt lié à la météo, donc il faudra attendre d'avoir pareil plus de semaines d'analyse pour voir un peu si finalement on a rattrapé ou non les normales de saison, je dirais. Donc voilà pour les grands indicateurs de ce qu'on pouvait dire. Sur l'ozone, pour l'instant, on n'a pas pu faire d'analyse. De toute façon, c'était pas forcément une période très propice à la formation d'ozone. Donc, ça viendra peut-être dans un deuxième temps. Là, c'est vraiment des résultats bruts issus des stations de mesure. Ça va intégrer ensuite nos modèles de dispersion atmosphérique, nos bilans annuels. Et là, on pourra vraiment faire la part des choses sur l'impact à l'échelon régional de ce confinement sur l'ensemble des polluants qu'on suit. Et puis, dernière slide, c'était sur tout ce qui était lié à le lien entre pollution de l'air et puis finalement épidémie de Covid. Notamment, il y a 2 questions qui sont posées tout de suite. C'était est-ce que finalement l'impact sanitaire du Covid est-il aggravé par la pollution de l'air? Eh bien, on peut dire que oui, dans le sens où la pollution de l'air va créer des sujets qui sont beaucoup plus sensibles aux infections, et donc du coup les gens qui sont soumis à des taux de particules ou d'oxyde d'azote qui vont venir inflammer déjà les voies respiratoires, ça va plutôt être favorable pour l'entrée du virus.
Par contre, un autre point qui a été soulevé aussi assez rapidement, on s'est dit finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens malades dans les zones où il y a des niveaux de particules importants. On s'est dit, forcément, du coup, il doit y avoir un lien entre diffusion du virus et puis pollution de l'air. Ça, pour le coup, c'est pas du tout avéré encore. Hein. Il y a des Italiens qui avaient publié ça pendant la période de confinement chez nous. Voilà, il y a pas mal d'équipes de recherche qui sont mis à étudier ça. Et bon, aujourd'hui, c'est pas encore complètement avéré. Il y a des liens de cause à effet, mais est-ce que c'est plutôt lié parce que finalement, comme il y a plus de particules, c'est en général les zones où il y a plus de gens et donc la densité humaine fait qu'il y a plus de contamination et c'est pas forcément lié au fait qu'il y ait des particules dans l'air que le virus soit plus disséminé, etc. Donc voilà, il y a encore des questions de recherche qui se posent sur le sujet. Et là, pour le coup, ça sera plutôt ensuite aux épidémiologues de prendre le relais pour faire ces liens ou non à suivre. Voilà. Il y a un impact environnemental ou un non-impact environnemental sur les milieux naturels. Il y en a eu. Ce qui est difficile, c'est de les chiffrer. Alors effectivement, tous nos chargés d'études, nos scientifiques qui ont essayé de faire les comptages, on aura peut-être des conclusions à donner sur les populations, sur le niveau de nichage, mais pour l'instant, ça va être un petit peu court, donc j'étais un petit peu embêté pour pouvoir vous répondre. Alors, j'ai donc fait un sorte de pas de côté pour essayer un petit peu de faire une réflexion. Nous sommes des humains au milieu de l'environnement, mais on a un petit peu de mal à concevoir ce que ça représente et ce que veut dire déjà l'humanité au sein de cet environnement. Donc je me suis dit, je vais vous faire une sorte de dresser un tout petit peu un état des lieux pour qu'on prenne un petit peu de recul, pour voir un peu ce que nous représentons, nous, dans le cadre de l'environnement. Alors on a été carrément dans un grand pan d'histoire, où on s'est demandé à partir de quand l'homme a une influence notable sur sa planète et sur son environnement. Eh bien, il faut quasiment remonter jusqu'à une révolution absolue qui est le néolithique. Alors, le néolithique, c'est cette période qu'on appelle l'âge de la pierre polie. J'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens, qui est à peu près 10 000, 12 000 ans avant Jésus-Christ. C'est le moment où le chasseur-cueilleur, qui était l'être humain, est devenu quelque chose d'absolument nouveau, innovant, et vous allez voir relativement impactant, un agriculteur ou une agricultrice. Alors, il y a tout un tas d'études par les archéologues qui sont demandées, est-ce que l'homme a déjà eu une influence notable avant le néolithique? Alors, globalement, les humains maîtrisent le feu, enfin maîtrisent pas le feu, ont connu le feu, on en a trouvé des traces archéologiques à peu près 800 000 ans, sans en avoir une maîtrise absolue, dans le cadre d'incendies, dans le cadre peut-être d'éruptions volcaniques, et ils le maîtrisent depuis environ 300 000 ans. Alors c'est quelque chose d'important, donc on se posait la question, il y a eu probablement des techniques de chasse avec des brûlis, qui permettait de repousser les troupeaux vers les zones intéressantes, peut-être chasser ce qu'ils considéraient comme des nuisibles à un moment donné. Il y a eu un rôle qui a été débattu par les différents archéologues à partir des traces humaines et animales sur la disparition d'un certain nombre de mégafaunes. Ce que j'appelle mégafaune, c'est le mammouth, c'est le paresseux des géants d'Amérique du Sud. C'était très très notable, notamment au niveau de l'Amérique du Sud, où il y avait une mégafaune très très importante qui a brutalement disparu. Donc certains avaient la thèse que l'homme avait participé pleinement à son extermination. En fait, plus exactement, pour certains qui avaient plus un impact climatique, probablement que la réponse est plus entre les deux, avec un rôle probable de l'homme, mais sur un moment où ces mégafaunes a basculé pour des raisons climatiques. Donc je dirais, pour l'instant, assez peu d'impact. Donc ce que je vous disais, le néolithique, c'est l'âge de la pierre polie. On commence à avoir des jolis âges bien polis et plus des taillages au silex. On commence à se termine vers le début d'âge des métaux, l'âge de bronze, à peu près moins 2700 ans avant Jésus-Christ. Et on passe progressivement du chasseur-cueilleur à l'agriculteur.
Alors, est-ce que le chasseur-cueilleur était moins bien nourri que l'agriculteur? A priori, les études qui ont donné, probablement pas. Je dirais que le chasseur-cueilleur, il a accès, on le voit en comparant les ethnies dans certaines zones africaines qui pratiquent encore cette activité, ils sont pas plus mal nourris, ils ont probablement accès à plus d'espèces végétales, animales, que l'agriculteur. Si on retrouve même quelques traces archéologiques anciennes, on peut même dire qu'être agriculteur, au moins au début du néolithique, c'était une activité à risque, parce que vous aviez déjà accès à de moins en moins de variétés animales et végétales pour votre nourriture, et quand ça se passait mal, une récolte, ça peut être casse-gueule avec des famines profondes et une extermination importante des populations. Donc, ça n'a pas obligatoirement un avantage tout le temps, mais ce qui est clair, c'est que les agriculteurs, au moins par période, ont pu dégager des marges et des réserves alimentaires. On estime globalement qu'un chasseur-cueilleur arrivait à faire un enfant tous les 4 ans, 3-4 ans, et qu'un agriculteur lui en faisait un tous les ans. Donc on peut imaginer qu'il y a un moment, il y a eu un conflit progressif, ça s'est pas fait en 2 coups de cuir à peau, qui est d'ordre du nombre. Beaucoup plus d'agriculteurs et de sédentaires que de chasseurs-cueilleurs. Alors les premiers éléments, c'était la domestication. Alors même avant l'avènement de l'agriculture, il y a quand même un animal qui a été domestiqué très tôt, c'est le loup, qui est devenu le chien par domestication. Il y a une étude très très intéressante qui a été faite au milieu du siècle dernier par des Russes, qui ont essayé de comprendre, des généticiens russes qui ont essayé de comprendre c'est quoi la domestication, comment ça marche. Alors ils ont pris une espèce qui était le renard boréal, le renard de Sibérie, pardon, je me trompe. Et ils l'ont reproduit pendant des générations, sur plusieurs décennies. Ils sont arrivés quand même à des choses relativement étonnantes. Donc en fait, vous conservez dans la portée le plus, celui qui est le plus curieux, le moins agressif, et vous faites ça pendant des dizaines d'années. Et ils sont arrivés à des résultats assez étonnants, c'est-à-dire qu'en plusieurs dizaines d'années, donc des centaines de générations de renards de Sibérie, le renard commençait à changer de forme. Donc il semblerait que la sélection d'un certain nombre de gènes sur l'agressivité, la curiosité, s'associe avec des changements aussi de gènes dans la même zone de type physique. Et vous aviez des renards qui ne glépissaient plus, mais qui aboyaient. C'est quand même relativement étonnant. Et qui se comportaient avec l'homme comme s'il faisait partie de son clan. Il le protégeait. Et ça en quelques dizaines d'années, donc en quelques centaines de générations de renards. En sélectionnant. Donc on peut considérer qu'il y a un certain nombre de loups qui sont retrouvés auprès des hommes, les plus curieux, et qui ont fini par être domestiqués pour devenir le meilleur ami de l'homme, le chien, avec toutes ses variétés actuelles. Alors la deuxième voie, donc au moment de l'agriculture, c'est plus ce qu'on appelle le rapprochement par proximité, donc c'est la voie commensale. Vous avez tout un tas d'animaux en fait qui ont relativement d'intérêt à se rapprocher de l'homme pour profiter de les déchets. Moi je dirais l'animal le plus proche de l'homme, enfin je dirais à titre médical ou du moins à titre alimentaire, c'est le cochon. Donc ça fait partie des premiers animaux qui ont été domestiqués. Puis la poule, la dinde, le pigeon, c'est plutôt des gens qui vivaient dans le même milieu ou sur les mêmes déchets que l'homme et qui par effet de proximité, on l'a adopté, sélectionné, élevé, jusqu'à en faire les animaux domestiques qu'on a. Ensuite, il y a plus tardivement, plutôt que de courir après les migrations des différents animaux pour aller les chasser, c'est quand même plus simple de les parquer. C'est un petit peu ce qui est arrivé, donc ce que la voie de la proie, donc les moutons, les chèvres, le buffle, le lama, on les a parqués, puis élevés, on les a domestiqués de cette façon pour cette logique. Alors les premières traces de domestication, hormis du chien, donc du loup, c'était il y a 12 000 ans. Alors ça, c'est un petit peu compliqué à lire, mais on n'a pas domestiqué que des animaux, on a domestiqué des plantes qui allaient devenir des plantes alimentaires. Alors ce que vous voyez sur cette carte, on en a des traces un petit peu partout dans le monde. C'est que ça s'est pas fait à un seul endroit. L'humanité au néolithique, elle s'était quasiment distribuée sur la Terre entière, hormis l'Antarctique.
et qu'il a domestiqué, alors sur des périodes extrêmement variables, hein, ça s'est pas fait en 2 coups de cuir à peau, 10 000 ans, d'ailleurs nous avons tout domestiqué, ça s'est fait entre 12 000 jusqu'à 3-4 000 ans. Toutes nos plantes alimentaires ont été domestiquées, et puis on peut voir que suivant les zones, toutes les plantes qu'on consomme maintenant ont été domestiquées, mais dans des zones de la planète très différentes. De façon globale, pour nous occidentaux, la zone centrale de l'agriculture, c'était le croissant fertile entre l'Iran et l'Irak. Et ce qu'on voit maintenant un petit peu partout, on voit du blé, on voit des pommiers, on voit tout un tas de plantes qu'on se dit, elles sont de chez nous, c'est comme d'habitude. Mais en fait, les civilisations, au fur et à mesure de leur extension dans le cadre de l'agriculture, ont transbahuté avec eux les animaux domestiqués, les plantes domestiquées. Il y a tout un tas de choses, on a l'impression qu'elles sont là depuis toujours, mais en fait, elles ont été transbahutées par les différentes civilisations au moment où elles les ont domestiquées, avec les échanges avec les voisins et ainsi de suite, jusqu'à un melting pot assez rapide, malgré tout, qui a pris que quelques milliers d'années. À titre info, si on considère que pour nous, le croissant fertile donc a développé l'agriculture aux alentours des années 10 000, l'agriculture a progressé, les peuples agriculteurs ont progressé principalement au niveau de la Méditerranée, parce que c'était un point de passage facile. Donc, en, je dirais, 4-5 000 ans, on rejoint notre bonne vieille Gaule. Et il a fallu attendre jusqu'à l'Irlande du Nord, l'arrivée de l'agriculture et de l'Écosse, il y a à peu près moins 3 500 ans. Donc, il y a une progression assez générale, en n'oubliant pas que l'homme était déjà présent en Amérique et qu'il a aussi domestiqué tout un tas de plantes. Alors, ça a bien sûr une implication. Si vous voulez changer complètement de mode de vie, passer du chasseur-cueilleur, qui est de façon relative par le nombre et par l'impact assez faible, il va falloir pour ça que vous développez des espaces qui n'existaient pas. Tout ce qu'on voit autour de nous, les champs, l'agriculture, la culture, ça n'existait pas. On a toujours l'impression que c'est une certaine normalité ce qu'on voit autour de nous. Ce n'est pas une normalité. C'est quelque chose qui a totalement été transformé par l'homme en 12 000 ans. Donc bien sûr, si vous élevez du bétail, pour le lait, pour la laine, pour la viande, eh ben, il va falloir développer des choses qui n'existent pas obligatoirement, c'est-à-dire des pâturages, ou si vous les cultivez, et des espaces prairiaux. Ça n'existe pas obligatoirement. Donc ça a progressé dans le temps et dans l'espace en fonction de l'extension de l'agriculture. Je vais y revenir tout à l'heure, je vais dire pourquoi ça n'existe pas. Je vais prendre comme point de focal, pour pouvoir avoir un point d'ancrage sur l'évolution de notre territoire, le bois et la forêt. Et vous avez dû sélectionner génétiquement, parce qu'il est clair que la tomate telle qu'elle, elle n'existait pas au départ, que le blé sauvage était pas si facile, il avait un rendement faible, difficulté à enlever les graines, digestibilité compliquée, petits grains. Donc vous pouvez imaginer que ça a demandé des milliers d'années de sélection pour quelque chose qui ne vivrait pas normalement, parce qu'on l'a tellement sélectionné pour notre avantage. Je précise, en tant que botaniste, les plantes ne sont pas faites pour être mangées, elles sont même faites pour tout le contraire. Elles luttent, donc elles ont une certaine toxicité pour éviter, bien sûr, d'être dévorées. Donc ce que nous avons créé, c'est des plantes facilement assimilables, qui produisent facilement, mais dans des conditions relativement artificielles. De façon normale, si vous plantez du blé, il y a peu de chances qu'il survive très très longtemps. Enfin, si vous larguez du blé dans la verte, tel quel, le blé actuel, il y a peu de chances qu'il survive lui-même. Il ne ressemble pas du tout au blé originel. Les tomates, famille des solanacées, une famille plutôt toxique. Pour arriver à avoir une belle tomate bien consommable, il a fallu quand même faire aussi tout un tas de travail de sélection. Quoique, tomate sur un tas de fumier, ça pousse très très bien tout seul. Mais... De la même façon, on a dû sélectionner des espèces animales pour notre propre activité. Alors là, je n'ai marqué pas de retour en arrière, parce que ce que nous avons sélectionné sont deux véritables monstres, d'un certain sens.
Alors ça, c'est toujours amusant. Le premier, c'est un mouton de Nouvelle-Zélande qui a été oublié pendant 6 ans. En fait, il s'est barré et ils n'ont pas pu le tondre. Donc il est arrivé à un moment où l'animal pouvait quasiment plus bouger. Et en fait, il serait mort. Ils l'ont tendu, ça a mis des kilos et des kilos de laine. Bon, vous pouvez bien imaginer que l'animal qui a donné le mouton domestique est un animal qui produit de la laine au moment de l'hiver pour se protéger et qui mue et la perd de façon naturelle au moment de l'été. Logique. Nous, on a quand même fini par sélectionner des animaux qui sont des total monstres incapables de vivre tout seuls. Ça, c'est une belle vache hollandaise. Ça produit entre 16 et 20 litres de lait par jour. Il y a aussi peu de chances que si vous larguez une vache domestique dans la verte, elle survive. Pour des raisons alimentaires, mammiques, moyens de se défendre. Alors c'était une bonne idée parce que les bovins ont été sélectionnés au départ parce qu'ils ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils allaitent 2 fois par jour. Ils vont accoucher dans les hautes herbes pour pouvoir mettre le petit à l'abri. Il ne bouge plus, il ne fait plus un gramme de bruit. 2 fois dans la journée, la mère, bovin, je ne sais pas exactement quel bovin de départ, vient l'allaiter et repart très très vite pour ne pas donner la position de son petit qui, lui, a relativement peu d'odeur et ne fait plus de bruit. C'est pour ça le truc génial de la double traite, c'est qu'on a sélectionné un animal qui utilise ce système de double allaitement pour pouvoir sauvegarder son petit dans la première période. Je doute que la vache hollandaise survive il y a 12 000 ans toute seule. Tout ça pour dire que c'est quand même un processus très efficace, mais qui a assez peu de retour en arrière possible. Donc c'est ce que je disais, globalement, l'élevage et les cultures, elles ont permis principalement un développement d'un surplus alimentaire qui permet d'envisager de faire beaucoup de gosses par rapport aux chasseurs-cueilleurs. Surplus alimentaire a permis une augmentation nette de la population, ce qui a permis qui a obligé et permis un certain nombre de techniques de se mettre en place. Comment on stocke ce surplus alimentaire, des techniques d'irrigation éventuellement, des techniques de développement des métaux, de l'artisanat, donc une spécialisation des acteurs. Globalement, on peut dire que les chasseurs-cueilleurs étaient assez peu spécialisés, chacun étant capable de faire tout, les femmes, les hommes, à peu près pareil, et vous aviez peu de spécialistes, tandis que le surplus alimentaire vous oblige à développer un certain nombre d'acteurs très spécialisés. Donc vous allez avoir des artisans, vous allez avoir des agriculteurs, et plus vous êtes spécialisé, plus vous allez avoir une hiérarchisation des rôles. C'est comme ça que les civilisations se montent. Vous avez ceux qui gardent, vous avez ceux qui commandent, vous avez ceux qui bénissent pour pas que la récolte soit mauvaise, et c'est comme ça qu'arrivent les civilisations. Et puis arrive un élément important aussi après, l'écriture, qui nous permet d'entrer plus nous sommes dans la préhistoire, dans l'histoire. Donc on peut imaginer déjà que le simple fait de devenir des agriculteurs, il a un impact sur l'environnement existant. Donc ce que je vous disais, c'est que globalement, pour développer une civilisation, il vous faut défricher des terres. Il va falloir des pâtures de plus en plus importantes. Et puis, en dehors de l'énergie musculaire humaine ou animale, si vous voulez avoir une autre énergie pour cuire, pour fabriquer des métaux, pour se chauffer, il va vous falloir du bois, d'autant plus si vous êtes vraiment très nombreux. Éventuellement des techniques d'irrigation, d'assèchement des zones humides. Vous voyez déjà, même si on n'est pas beaucoup, ça fait quand même déjà un sacré impact. Parce que votre milieu, c'est pas celui obligatoirement que nous voyons maintenant. Alors quand on arrive dans l'histoire, on arrive à avoir le développement de grandes civilisations antiques, du moins dans la zone méditerranéenne. À partir de moins 3000 ans, on en est preuve par l'écriture, jusqu'à 300 ans après Jésus-Christ, la civilisation égyptienne, qui était réputée pour ces techniques d'irrigation, l'utilisation de sol riche, limoneux du Nil, qui n'est limoneux et riche que parce qu'il avait des débordements, ce qui est plus franchement vrai maintenant. La civilisation sumérienne,
moins 1000 à 100 après Jésus-Christ. Alors, elle est assez intéressante parce que là, elle est vraiment dans le croissant fertile, dans la zone de développement de l'agriculture. Alors, il y a tout un tas de raisons probablement historiques à la disparition des empires sumériens. Il y a comme une chose relativement intéressante dont on retrouve des traces archéologiques assez nettes, c'est qu'il y a eu probablement des raisons politiques, des raisons historiques, des raisons peut-être environnementales. Mais quand on regarde un tout petit peu, la civilisation sumérienne avait beaucoup développé, a priori de ce qu'on en a retrouvé, de la terre irriguée, mais en pompant dans de l'eau légèrement saline, dans une zone comment dire, pour laquelle il y avait un taux d'évaporation très très important. Et quand on recherche des traces de ces zones, alors il y a eu probablement des changements climatiques associés, une partie de ces terres en fait ont été stérilisées par l'irrigation. Donc vous avez probablement au fur et à mesure une production agricole qui a chuté en dehors des problèmes politiques associés, des guerres associées, qui est une des causes relativement importantes. Donc on peut supposer déjà que même les techniques agricoles étaient capables d'avoir des impacts massifs, comme la stérilisation de terre, plus des modifications climatiques qui sont probablement certaines avec une zone, avec une période qui était plus sèche et moins humide. Ensuite, Rome, moins 260 jusqu'à 400, qui a permis son extension quasiment sur toute la Méditerranée. Alors, de toutes ces civilisations, on retrouve un certain nombre de traces, notamment grâce à l'histoire et à l'écriture, qui nous donnent une petite idée de ce qu'a pu être l'impact humain dans le pourtour méditerranéen. Alors, l'épave de Uluburun, c'est une épave qui a été retrouvée quasiment intacte. C'est une épave sous-marine qu'on a retrouvée dans le sud de la Turquie. Donc l'endroit s'appelle Uluburun. Alors je ne sais pas comment ils ont réussi à trouver une date aussi précise. Disons 1300 avant Jésus-Christ, on est dans la période de l'âge de fer, et on a trouvé 6 tonnes de lingots de cuivre, ce qui est quand même énorme, et 1 tonne de résine de térébenthine, ce qui déjà dénotait une exploitation relativement importante, parce que on ne peut pas dire qu'ils aient à l'époque des minerais très 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 purs, donc il a fallu quand même extraire un paquet de minerais de cuivre pour arriver à en sortir, et on peut supposer que, étant donné que le seul moyen de chauffer suffisamment fort pour pouvoir fabriquer du cuivre, donc du bronze derrière, et tout un tas d'autres choses, il fallait beaucoup de bois. On a des textes pharaoniques qui présentent, mettons, dans les années moins 2600, on retrouve une importante importation de cèdre phénicie. C'est les magnifiques forêts du Liban dont on parle, qui sont un peu mythiques, mais qui n'existent quasiment plus. Et il est probable qu'une grande partie de ces forêts ait disparu déjà depuis l'Antiquité. On a retrouvé des textes romains de Pline. Alors, je suis désolé, j'ai pas réussi à déterminer si c'est Pline l'Ancien ou Pline le Jeune. Bonne question, je suis pas arrivé. Qui décrivait l'importante coulée de boue. Alors, vu la façon dont il le décrit, on peut supposer que ces coulées de boue étaient associées à des défrichements importants des faces de coteaux montagneux. Pas une certitude. Par contre, il y a eu des analyses au niveau des sédiments dans cette période antique classique. Encore une fois, dans certains deltas de fleuves, notamment en Turquie, dans la période antique, on aperçoit qu'il y a une augmentation importante des sédiments dans cette période de civilisation antique, qui sont probablement dus à de l'érosion importante due au défrichement. C'est difficile d'en avoir une preuve absolue, mais on peut supposer que le défrichement a été suffisamment intense pour avoir une augmentation de l'érosion des sols, d'autant plus qu'on peut avoir des pluies assez importantes dans la zone méditerranéenne. Alors, l'évaluation de la population méditerranéenne au IIe siècle avant Jésus-Christ, on compte, pareil, évaluation, il n'y avait pas de censeur qui était capable de faire la comptabilité, 50 millions d'habitants. Alors, c'est d'autres chiffres qui ont été évalués. L'évaluation de la surface moyenne nécessaire pour nourrir une personne. Alors, on considérait que l'alimentation moyenne du Romain, c'était surtout des gruaux de céréales, du pain, du vin, un peu de fromage. Il fallait 1 à 2 hectares de surface cultivée pour nourrir son homme. Donc, l'évaluation de la surface cultivable nécessaire dans la population méditerranéenne, 350 000 km²,
Bon, si vous comptez la France, ça fait à peu près 550 1000 km², si mes souvenirs sont bons. Ça représente quand même une surface nette quand même très très importante. De la même façon, on a une évaluation de la production du fer dans l'Empire romain à son apogée. Alors, 80 000 tonnes étant le minimum. Les évaluations vont de 80 000 tonnes annuelles à 120 000 tonnes, ce qui représente aussi 2600 km² de forêt pour pouvoir fabriquer ce fer. Il faut bien le chauffer quelque part, il faut bien en faire quelque chose. Alors, on retrouve des textes romains qui parlent de gestion des forêts, mais je ne suis pas du tout certain qu'ils parlent de replantation. On a des traces de forêts anciennes en Afrique du Nord qui n'existent plus non plus. Probablement dans la zone française, enfin la zone de notre actuel hexagone, qui n'existe plus non plus. On peut supposer que pour monter les civilisations antiques, aussi bien pour l'agriculture que pour l'activité de construction et l'activité de production de métal, entre autres, il a fallu défricher un sacré nombre de kilomètres carrés de zone. On retrouve même dans certaines périodes de Rome avec des difficultés d'approvisionnement, puisque ça ne chauffait pas encore au charbon ni l'électricité nucléaire à l'époque. Alors, là où je voulais en venir, c'est que je vais prendre juste une notion un petit peu plus complexe, la notion de climax. Alors, en gros, si vous enlevez tous les hommes, vous les mettez de côté et vous laissez pousser et vivre tout ce que vous voulez dans une zone, quel type d'environnement on va avoir? Donc, c'est l'état durable d'équilibre atteint par l'ensemble d'un sol et de la végétation qu'il porte. La biomasse y est théoriquement au maximum dans les périodes d'équilibre, quand il n'y a pas de changement climatique. Or, justement, pour ce qui est de chez nous, globalement, le milieu naturel, c'est stable, c'est la forêt. Point. En dehors des zones humides, en dehors des zones de montagneuses, où plus rien d'autre ne peut pousser, dans des sols trop pauvres pour qu'il y ait des zones forestières. Mais en gros, vous avez principalement de la forêt partout. Donc on peut déjà dire que là où nous vivons, c'est pas que je dirais c'est pas normal, c'est pas un état de climax en tout cas, et c'est pas un état naturel au sens où on pourrait l'entendre sans l'homme. Alors ça, c'est une photo qui est assez rigolote. Ça, c'est moi je m'occupe de la réserve des gorges de la Loire. Ça, c'est l'état des lieux actuels. Donc on voit globalement, il y a de la forêt de partout. Et notre problème, nous, c'est de lutter pour garder des espaces ouverts, pour garder une diversité particulière. Ça, c'est Saint-Victor-sur-Loire. Alors, je suis désolé, pas de très belle qualité. Hein. C'est une photo probablement des années 50. Il n'y a pas un gramme de forêt. On retrouve, alors quand on s'y balade, quand on va faire des relevés botaniques un peu dans les gorges, on tombe de terrasse en terrasse et on va se retrouver devant un poirier, un cerisier qui n'a pas l'air particulièrement sauvage. En fait, il y a eu un défrichement massif et c'est depuis plutôt la révolution industrielle et surtout la dépression agraire qu'on a un retour assez important de la forêt chez nous. Sinon, la forêt, il n'y en avait quasiment plus nulle part. Dans ces zones, hein, je n'ai pas dit partout. Ça, c'est un schéma que j'ai trouvé qui est pas tout jeune, hein, qui vient de Sylvain Dangans sur l'état de la forêt par rapport à l'histoire. Donc je dirais aux alentours de 10 000 ans avant Jésus-Christ, ou même 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'humanité sort d'une période glaciaire, probablement peu de monde, quelques dizaines, centaines de milliers d'individus. Il y a même des archéologues généticiens qui ont essayé par rapport à la génétique actuelle de déterminer à combien, en gros, l'humanité est descendue. Il semblerait qu'on soit même passé dans une phase sub-d'extinction pour laquelle, en fait, il n'y a pas suffisamment de diversité pour pouvoir reconstituer une population. Mais ouf, c'était juste. Donc, on arrive avec une courbe de surface forestière qui est en pointillé. Donc, on voit bien juste après la période post-glaciaire, c'est clair que les glaciers ont tout recouvert. On est plutôt dans une
période boréale dans les zones qui ne sont pas recouvertes de glace, il n'y a pas de forêt. Et ensuite, on arrive à un maximum de forêt. Donc, c'est plutôt, on nous l'a mis en millions d'hectares, ça c'est pour la France. Et on voit progressivement l'état de la forêt en fonction de l'histoire. Le néolithique, elle a quand même baissé un petit peu, donc on peut supposer qu'il y a quand même eu des brûlages à un moment donné, je vous dis, pour des problèmes de chasse, pour des raisons accidentelles. On a les grandes invasions. Après la chute de Rome, il y a une petite remontée de l'état forestier, puis à nouveau une chute. La guerre de 100 ans, on est remonté avec la grande peste noire, un quart de la population mondiale a disparu. Et ensuite, une baisse perpétuelle, Révolution française, et une remontée progressive. Et on voit la courbe de la population qui suit, jusqu'à nos 60 millions approximatifs maintenant. Donc il y a malgré tout une corrélation assez nette entre le niveau de population et la déforestation. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème ou pas de déforestation, c'est simplement une question, quel est l'impact de l'homme sur son environnement, tout en sachant que l'environnement, entre guillemets, naturel de notre hexagone, c'est la forêt. Alors, on va se dire, là, je suis surtout en train de vous parler d'un impact sur la zone méditerranéenne de nos bons Romains, mais en fait, non, on a toujours l'impression dans sa tête, on se dit, oh, il y a des endroits où on n'y est jamais touché, regardez l'Amazonie. En fait, maintenant, il y a des chercheurs qui font des études au lidar, parce que se balader, moi j'ai été à une époque, quand j'étais en Guyane, faire un tour dans la forêt vierge, ne serait-ce que pour faire 1 kilomètre, vous avez toujours l'impression que tout est plat, parce que la canopée est plate, mais dessous, c'est pas plat du tout. Hein. Et vous rigolez pas. Mais en fait, avec des radars, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe sur les reliefs. Et en fait, on s'aperçoit que des civilisations, même dans l'Amazonie, jusqu'au Moyen-Âge, il y en a eu. On se retrouve avec des grandes travées qui sont probablement des zones d'irrigation, des grandes zones surélevées. On retrouve des traces de civilisation à peu près dans les déserts, sauf en Antarctique. Donc il semblerait que l'impact de l'homme était déjà planétaire, même à l'époque du Moyen-Âge, avec peu de monde. Bien moins de monde que maintenant, pardon. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça soit obligatoirement quelque chose d'absolument néfaste. Ça, c'est difficile de répondre à la question. Je dirais la civilisation, l'agriculture a enrichi les milieux. Pour ça, je dis que je fais un travail à la réserve des Gorges de la Loire qui est assez paradoxal, c'est-à-dire de garder des milieux ouverts en s'associant avec des agriculteurs. Parce que, curieusement, le fait d'avoir développé une agriculture a aussi apporté tout un tas d'autres espèces. Alors, c'est toujours compliqué de répondre qu'est-ce qui est invasif, qu'est-ce qui n'est pas invasif. Hein. On se retrouve avec du robinet faux acacia depuis 60 ans. Est-ce que c'est invasif? Quand il est là depuis 60 ans, c'est compliqué de répondre à la question. En même temps qu'on a amené des céréales à cultiver, puisque c'est quand même notre élément alimentaire majeur, on a amené ce qu'on appelle des messicoles, des fleurs des plantes qui se sont associées au rythme d'utilisation de l'homme. Ils sont incapables de vivre toutes seules. C'est le bleuet, c'est le coquelicot pour certains. Il y en a tout un tas de messicoles. Elles sont rythmées par les semailles. Elles ne vivraient pas sans le labour. Donc, d'un certain sens, on a enrichi les milieux. Et puis, je veux dire, effectivement, on n'a pas de la forêt partout, on a des choses variées. Donc, l'agriculture n'est pas obligatoirement un élément d'appauvrissement des milieux, mais certainement d'impact majeur. Et puis est arrivé un moment emmerdant, la révolution industrielle, fin du 19e siècle. Alors je dirais emmerdant parce que là, on a commencé à changer la donne. Je vous ai dit, pour l'instant, on avait pris le biais du bois, qui était quand même le système énergétique principal, avec de la déforestation, avec des problèmes, on est bien d'accord. Mais on s'est mis à trouver une autre solution. C'est-à-dire, pour remplacer le bois qui manquait, en Angleterre, vous avez des déforestations tellement importantes que les zones boisées, il n'y en avait quasiment plus. Ça a repris un peu du poil de la bête depuis. Et on l'a remplacé par un mode d'énergie qui était stocké depuis le Carbonifère. Donc, on a trouvé à remplacer l'énergie bois, donc il y a un impact sur l'environnement, puisque je vous ai dit,
On a remonté l'état forestier, mais par du pétrole et du charbon. Alors, ce qui est embêtant là-dedans, le charbon notamment, depuis l'époque du Carbonifère, il existe parce qu'il y a eu des forêts absolument énormes. Alors, pas les forêts qu'on les connaît, hein, c'est principalement des forêts de prêles, des forêts de fougères arborescentes, qui ont poussé, qui ont été noyées. Et comme on n'avait pas encore, les champignons n'avaient pas encore tous les enzymes pour digérer la lignine, ont été stockés au sol. Mais ce qu'on a un petit peu de mal à concevoir, c'est que l'atmosphère du Carbonifère ne nous aurait pas permis d'y vivre correctement. Le taux de gaz carbonique, par stockage de charbon, a permis de baisser et d'avoir une vie qui correspond à la nôtre. Je ne dis pas que d'autres espèces ne pourraient pas vivre sans, mais nous, ça serait mieux qu'on vive avec un taux de carbone relativement raisonnable. Donc, on a remplacé l'énergie bois, donc avec un arrêt des déforestations, enfin du moins chez nous, hein, en échangeant avec de l'énergie fossile qui était stockée depuis le Carbonifère. Alors là, on a vu qu'il y a un impact planétaire très ancien, mais il y a aussi le fait que, comme je vous ai dit, il y a moins 10 000 ans, il y avait probablement 10 millions d'habitants. Il y a moins 5 000 ans, il y en avait 80. À titre mondial, hein, c'est des évaluations, hein, c'est pas, personne n'a pu faire un comptage absolu. À l'an zéro, environ 250 millions. À l'an 1500, 450 millions. En 1900, 1,6 milliard. En 2006 et en 2100, peut-être 10 milliards. Donc, vous avez bien compris ce que je vous ai dit. L'impact, il a été d'emblée planétaire, mais avec quelques millions de personnes. Là, nous sommes passés sur un mode industriel. Nous récupérons le carbone enfoui, qui a quand même permis d'avoir un environnement adapté, justement parce qu'il a été enfoui, et nous sommes 10 milliards. Moi, j'en dirai pas plus. Enfin, en gros, on a une accélération de l'impact. Bon, ça, c'est les grandes plaines américaines. Alors, une anecdote toujours intéressante pour les plaines américaines. Autrefois, on voyait les westerns avec les plaines à bisons, qui avaient justement l'intérêt. Alors là, par contre, c'est une vraie plaine qui existait. Le climax de cette zone, c'était de la plaine avec des grandes prairies américaines, mais pas n'importe quoi. On appelle l'herbe à bison. C'est un truc, c'est imbouffable. Il y a que les bisons qui pouvaient bouffer ça. Par contre, parce qu'on est dans une sorte de couloir climatique, vous pouvez très bien avoir des grandes chaleurs, des grands vents, des grandes tempêtes polaires, tout ce que vous voulez qui arrive. Et l'herbe à bison, ça maintenait le sol en place. Dans les années 30, en plus de la crise, il y a une crise climatique, une crise environnementale à un moment donné, grande tempête de sable, sécheresse, l'homme avait tout défriché, le sol est parti. Mais à une échelle que probablement on n'avait pas encore rencontrée. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, c'est juste pour qu'on ait une petite idée. Alors, je parlais de déforestation, je ne vous parle pas de la déforestation, brûlage dans les zones de Bornéo, dans les zones d'Amazonie, dans les zones tropicales africaines, pour d'autres raisons, d'augmentation de la population, de gains, d'essais de profit et de gains à tous les niveaux. Voilà, donc j'ai pas appris grand-chose, j'ai enfoncé des portes ouvertes, mais c'est juste pour qu'on ait un peu de recul sur ce que veut dire l'impact de l'homme sur l'environnement.